Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Nous le savons, la France est le pays des intellectuels et des grandes querelles intellectuelles. Elles sont au cœur de l'espace public, elles influencent la vie de la cité, elles emportent même les passions populaires de temps en temps. Autrement dit, la France est un pays qui prend les idées au sérieux. Et nous sommes nombreux au Québec à suivre les grands débats français, car nous voyons bien que ces débats, dépassent largement les frontières du vieux pays. Mais de quelle manière ces débats ont-ils évolué ces dernières années? Comment nous parlent-ils? Pour en parler, je reçois la journaliste et essayiste Eugénie Bastier, qui vient de publier chez Robert Laffont « La guerre des idées », un passionnant ouvrage qui permet justement d'éclairer ces questions. Un passionnant ouvrage, ajoutons-le, qui est magnifiquement écrit, ce qui n'est pas un détail. Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors, vu de notre côté de l'Atlantique, la France est le pays de la vie intellectuelle. La France est le pays qui place la vie des idées au cœur de l'espace public. Est-ce que cette réputation, vue d'un point de vue québécois, c'est sous le signe de l'éloge de parler de la France ici, le pays des idées. Est-ce qu'on peut dire que la France est encore un pays qui accorde une grande valeur au débat d'idées? Est-ce que la France est encore un pays qui place la vie intellectuelle au cœur de la cité? Je crois que c'est vrai que la France a encore aujourd'hui une propension à débattre davantage des idées que d'autres pays occidentaux. C'est vrai que c'est un tropisme très français. On a ce que Antoine Compagnon avait appelé le démon de la théorie, qui ressurgit d'ailleurs à chaque crise où on se sent obligé d'analyser, parfois même à l'excès. C'est-à-dire que on a un défaut parfois d'empirisme, c'est qu'on est trop dans la théorie. On l'a vu par exemple dernièrement avec la crise du Covid, qui a évidemment donné lieu à une bataille d'idées où chaque camp voulait voir dans cette crise la démonstration de son propre système, de la valeur de son propre système. Et effectivement, on le voit encore actuellement avec les débats sur l'islamo-gauchisme à l'université. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays où on se dispute pendant des jours et des jours pour savoir si un mot qualifie effectivement justement un courant intellectuel, etc. C'est vrai que je pense que la France se distingue par ce souci qu'elle a du débat intellectuel, mais cela ne veut pas dire qu'elle est encore une puissance intellectuelle, parce qu'effectivement son rayonnement est très affaibli par rapport à ce qu'il a pu l'être dans les années 60, 70, où la France était vraiment avait un rayonnement intellectuel incroyable. Tous les plus grands intellectuels occidentaux étaient français. Il était traduit dans le monde entier. Les succès, les essais des intellectuels dans ces années-là se vendaient à des centaines de milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, un livre en sciences sociales se vend à 3000, 4000 exemplaires. On peut qualifier ça de succès. Il y a très peu d'auteurs français qui sont traduits à l'étranger, à l'exception d'Alain Badiou et de Jacques Rancière, qui sont des paléo-marxistes. Je ne pense pas qu'ils soient très représentatifs du débat intellectuel français. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a en tout cas le débat intellectuel, je pense, est toujours central en France, notamment le débat autour de la liberté d'expression intellectuelle, mais il rayonne beaucoup moins à l'étranger, sauf parmi nos amis québécois, bien sûr. Alors, à l'origine de votre livre, j'ai l'impression qu'on trouve un constat sur une évolution de la vie intellectuelle française, de la vie des idées en France depuis quelques années. Comme s'il y avait eu un basculement, ou à tout le moins certains nous disent qu'il y a eu un basculement, et que vous êtes lancé dans une enquête pour savoir est-ce qu'il y a eu basculement de la vie intellectuelle, est-ce qu'il y a eu un changement fondamental de la vie intellectuelle? Et si oui, donc, y a-t-il eu changement fondamental de la vie intellectuelle ces dernières années en France? Et si oui, quelle est la nature profonde de ce changement? Quel est ce changement que tous cherchent à nommer sans être capables de le décrire correctement? D'abord, ce changement, je prends l'expression qui est le titre de mon livre, la guerre des idées, c'est-à-dire qu'on assiste à un retour de la guerre des idées, c'est-à-dire après cette espèce d'utopie du consensus libéral des années 80-90, où finalement on pensait que la conversation civique allait s'organiser de manière pacifique entre des options légèrement divergentes, c'est-à-dire en gros entre un centre droit et un centre gauche libéral.
tout cela a volé en éclats avec finalement le retour de l'événement, le retour de l'histoire à partir des débuts des années 2000, qui a finalement redurci les positions, et on a aujourd'hui un affrontement effectif entre visions du monde complètement opposées. Je crois que c'est déjà ça qui caractérise la vie intellectuelle aujourd'hui, c'est qu'il y a les options qui sont sur la table et les visions du monde qui sont sur la table sont radicalement différentes, divergentes, opposées, et elles sont le spectre de ces options est beaucoup plus large. C'est-à-dire que ça va effectivement de l'extrême gauche radicale, identitaire, qui prône la race et le genre et la déconstruction tout azimut, à effectivement une forme de populisme parfois identitaire qui peut se recouper avec l'extrême droite. Donc effectivement, le spectre est beaucoup plus large des options mises sur la table. La première caractéristique, il y a plus d'options, et la deuxième, c'est effectivement qu'à mon avis, justement, il y a plus véritablement de débat, parce que ces options ne conversent pas entre elles. Chacun s'adresse un peu à son public, essaie d'avancer ses positions, et finalement ne fait pas un effort pour essayer de comprendre ce que pense l'autre. Et donc il y a le règne d'un nouvel ostracisme, d'un nouveau sectarisme. Et à la fois, c'est ça qui est paradoxal dans cette vie des idées française, c'est que chaque camp accuse l'autre d'avoir gagné la bataille des idées. C'est-à-dire que d'un côté, on a la gauche qui, depuis 20 ans, dit qu'il y a une montée en puissance de la droitisation du débat, et qu'aujourd'hui, la droite serait hégémonique, ce qui, à mon sens, est complètement faux, et puis qui, en fait, confond la fissuration de son magistère avec un retournement d'hégémonie. Et de l'autre côté, on a une droite qui dit, une certaine droite, certains gens à droite qui disent que la liberté d'expression n'existe plus, qu'on ne peut plus rien dire. En fait, chacun a une part de vérité, une part d'exagération. Mais en fait, c'est ça que j'essaie de discerner dans mon livre, c'est qui a raison, qui a tort. Et je pense que effectivement, la droite a gagné certains espaces qui autrefois lui étaient interdits, notamment médiatiquement, mais qu'elle reste encore loin d'avoir gagné l'hégémonie, que dans le débat intellectuel, parce que dans la population, effectivement, c'est autre chose. Mais dans le débat intellectuel, l'université, une écrasante majorité des médias reste de gauche, et voilà. Et je pense qu'en fait, si on schématise, les grands gagnants des 20 dernières années dans le débat intellectuel, c'est la droite conservatrice populiste, et la gauche radicale. Et les grands perdants, finalement, c'est les libéraux et la gauche social-démocrate, pour le dire rapidement. Alors, vous évoquez justement le fait que le débat aujourd'hui est de plus en plus compliqué, chacun s'adresse à son propre camp. Vous évoquez aussi dans le livre, et vous venez de l'évoquer, cette idée que chacun, à tout le moins, a accès à un certain type d'institution. L'université est contrôlée par ce qu'on appelle une certaine gauche. Dans les médias, dans les chaînes d'information, on va trouver quelquefois des intellectuels dits de droite ou des chroniqueurs, des essayistes de droite. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que chaque courant de pensée a trouvé un vecteur, une institution pour se déployer, mais que ces institutions ne se rencontrent jamais autrement que pour se mépriser l'une l'autre? Oui, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est ça une des caractéristiques du débat actuel. Il n'y a plus de plateforme finalement où se rencontrent des intellectuels appartenant à des bords différents. Quand on pense par exemple... Même on sait les divergences qu'ont eu Sartre et Aron, n'empêche qu'à un moment ils sont allés ensemble à l'Élysée, Giscard. Aujourd'hui, on peine à imaginer qu'une grande figure de la gauche et une grande figure de l'intellectuel de droite aillent ensemble se rejoignent ensemble sur une quelconque cause. Et je pense que effectivement, il y a plus en fait, on croit à tort que finalement le débat intellectuel contemporain se caractérise par la polémique, la controverse incessante. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il y a un refus de toute confrontation, un refus du conflit. Toute divergence est comprise comme une trahison, toute critique est comprise comme de façon agressive, et et en fait, il n'y a pas d'exposé clair des divergences. Il y a seulement des accusations de dérive ou de compromission, et donc il est très difficile de trouver une liberté de pensée qui permette d'accéder à la vérité dans ce cas-là, avec cette accusation qui parcourt le débat d'idées contemporain et qui est surtout employée par la gauche, c'est de faire le jeu d'eux.
C'est-à-dire que si vous dites quelque chose, vous donnez une position, vous avez une opinion, on va vous accuser de faire le jeu de soit les gens qui sont plus extrêmes que vous, soit le camp opposé. Et donc, il va falloir toujours se positionner par rapport à cette injonction de ne pas faire le jeu. Et ça fausse évidemment tout le débat. Et pendant longtemps, la gauche s'est tue où la gauche intellectuelle a refusé de voir certains sujets sur l'immigration, sur l'islam, sur l'identité, sur l'école, par peur de faire le jeu du camp opposé. Et évidemment, ça a conduit, je pense, la gauche à perdre un peu de son magistère. Alors, comment expliquer justement cette incapacité d'entrer en débat? Comment expliquer ce sectarisme nouveau? Vous évoquez dans votre livre, par exemple, l'émission d'Apostrophe de Bernard Pivot, le Bouillon de culture. Ensuite, il y a eu Tadi, qui réussissait à rassembler des gens de différentes tendances sur ces plateaux. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, il ne soit plus possible d'avoir un échange, un temps soit minimalement fructueux? Vous évoquez par exemple une scène entre Alain Finkielkraut et Patrick Boucheron, un débat où finalement l'un l'autre sont tout simplement incapables de se comprendre et de voir les mêmes réalités dont ils pourraient ensuite débattre. Comment expliquer le fait que non seulement nous ne savons plus ce qui nous rassemble, mais plus encore nous ne savons même plus ce qui nous divise ou nous ne savons même plus ce qu'est la réalité partagée? C'est vrai que c'est très compliqué. C'est une nouvelle intolérance. Elle est le fruit d'un écosystème où finalement il y a cette espèce de cancel culture qui prospère sur les réseaux sociaux, qui fait que chaque phrase issue de son contexte est découpée, transformée, et le prétexte ensuite à une chasse à l'homme, qui fait que finalement on peut énoncer, le raisonnement intellectuel marche sur des œufs et que on peut plus dire une vérité de manière franche, sous peine de se faire traîner par la boue par telle ou telle meute médiatique. D'ailleurs, on pourrait s'amuser à sélectionner des œuvres, des extraits d'œuvres des philosophes du XXe siècle, que ce soit Hannah Arendt, Albert Camus, et les placer sur les réseaux sociaux. Ils se feraient lyncher pour ce qu'ils ont écrit. Quand Hannah Arendt a écrit, par exemple, sur le procès d'Eichmann à Jérusalem, où elle dit que ça la fait rire ce que dit Eichmann, je pense qu'elle se ferait traîner dans la boue aujourd'hui. Donc ça rend très compliqué effectivement l'exercice de la pensée, cette immédiateté, cette espèce et ce que j'appellerais un sectarisme qui est fondé sur le sentiment et qui est beaucoup plus difficile à contrer qu'un sectarisme purement intellectuel. Quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, c'est extrêmement sectaire et violent, il n'a aucune considération pour son adversaire, mais il ne dit pas tout anticommuniste me blesse dans ma personne profonde et atteint mon identité, et effectivement comme ces débats se portent sur des sujets extrêmement identitaires et extrêmement intimes comme la race et le genre, la sexualité, des choses qui appartiennent à la sphère de l'intimité de l'individu, on débat pas des moyens de production ou de l'organisation de l'État, mais des choses vraiment qui appartiennent à l'identité et à l'intimité de l'individu. C'est d'autant plus brûlant. Et en fait, on est accusé, dès qu'on parle de ces sujets, de blesser. Et je crois que c'est ça qui est absolument terrifiant dans le débat contemporain, c'est que effectivement, toute parole est teintée est pathologisée et ramenée à l'émotion, au sentiment. Et il n'y a plus de discours raisonné. Tout argument, toute prise de position est ramenée à un sentiment. L'incitation à la haine, la phobie, la haine de l'adversaire, etc. Alors qu'on expose d'arguments, et je crois que ça rend extrêmement compliqué le débat, parce que précisément les sujets qui sont au cœur du débat, à savoir l'identité, la sexualité, la race, le genre, touchent à l'intime. Je crois que c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui. Alors justement, vous l'évoquez, il y a de nouvelles lignes de fracture. On a connu au XXe siècle, on le sait, la fracture autour de la question du capitalisme, une mutation lente vers les questions culturelles ou identitaires à partir des années 50, 60, 70, plus 60, 70, 80, l'institutionnalisation du politiquement correct dans l'université américaine, la transmission en quelque sorte de ce virus politiquement correct à la France qui cherche à y résister à sa manière d'une manière ou de l'autre. Il n'en demeure pas moins qu'une question se pose, c'est quelles sont, parce qu'on voit les questions liées à la race, entre guillemets, le genre, l'identité.
ces questions émergent dans le paysage intellectuel. Est-ce qu'elles représentent par ailleurs aujourd'hui les principales lignes de fracture de la vie intellectuelle en France? Est-ce que la vie intellectuelle se recompose autour de ces questions, de ces lignes de fracture, ou est-ce que c'est une forme d'illusion universitaire, d'illusion médiatique, comme si le pays réel, lui, se tenait à l'écart de telles querelles? Non, moi je pense que ce serait une erreur de croire que tout se recompose autour de ces fractures-là, qui restent extrêmement minoritaires. Et à la limite, ce serait plutôt facile, parce que quand on entend, aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie de l'intelligentsia française qui refuse le discours sur la race, le postcolonialisme, etc. Il y a quand même une résistance d'ailleurs assez surprenante de la gauche française à ces sujets. Je pense que ça ne recoupe pas du tout le débat. Et d'ailleurs, c'est assez amusant que Emmanuel Macron lui-même, qui se veut au centre du jeu politique, fustige lui-même ces identitarismes de gauche, parce qu'il sait très bien que la majorité écrasante de la population sera derrière lui, mais il cache d'autres enjeux qui sont d'autres affrontements, parce qu'en fait il n'a pas du tout la même vision sur l'Europe, sur l'ouvert, le fermé, etc., sur le progrès ou le déclin de la société. Donc je ne crois pas qu'il faille se focaliser sur ces questions. Et d'ailleurs, je pense que ce serait peut-être un peu une illusion que de croire que le ciment du wokisme va réussir à consolider à unir des gens qui sont pas d'accord entre eux sur plein d'autres sujets, en fait. Et quand on voit par exemple toute une partie de la gauche universaliste républicaine qui se dresse contre les tenants de la race, du genre et de l'identité, on voit bien que pour autant ces gens-là ne sont pas du tout d'accord avec la droite conservatrice sur d'autres sujets, ou avec la gauche anticapitaliste sur d'autres, etc. Donc tout cela est plus compliqué, et je pense pas qu'il n'y ait qu'une clé de lecture, même s'il y a quand même une clé de lecture intéressante moins sur le contenu théorique que sur la pratique du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la vie intellectuelle se divise aussi entre ceux qui pensent que il y a une possibilité de conversation intellectuelle qui puisse surmonter les divergences, et que la vérité n'appartient pas qu'à un camp, et qu'on peut essayer de puiser même dans le camp adverse une part de vérité, et ceux qui sont enfermés dans leur combat idéologique et qui perçoivent le périmètre du débat public, qui se perçoivent eux-mêmes comme ceux qui doivent délimiter le périmètre du débat public entre le dicible et l'indicible, ce qui peut être débattu et ce qui ne peut pas être débattu. Et donc effectivement, je pense qu'il y a effectivement une fracture sur la liberté d'expression aujourd'hui qui est intéressante. Alors, je vais vous placer dans une position difficile un instant. Vous êtes journaliste au Figaro, vous vous consacrez à la vie intellectuelle, à la vie des idées, aux différents courants de pensée. Je vous transformerai un instant en juge de la vie intellectuelle française. Vous l'évoquiez plus tôt, les grands intellectuels de la deuxième moitié du 20e siècle étaient souvent français, qu'il s'agisse on les connaît, de Foucault, Roland Barthes, les grandes figures qui étaient traduites, Lévi-Strauss, les grandes figures qui ont façonné une bonne partie de la pensée de la deuxième moitié du 20e étaient français. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le paysage intellectuel français, qui sont, selon vous, les intellectuels les plus importants? Je ne dirais pas les plus nécessairement vus, les plus médiatisés, même s'ils peuvent l'être aussi, mais qui sont, selon vous, les plus importants, ceux dont la pensée est la plus féconde aujourd'hui, et aussi, quels sont par ailleurs ceux qui pèsent le plus dans le débat? Alors là, c'est une question qui est très très difficile, parce que évidemment, je vais vous répondre de façon subjective, parce est-ce qu'on mesure en termes de nombre, de vente de livres, ou de traduction à l'étranger, ou de une de magazines en France, etc. C'est parce qu'en fait aujourd'hui le problème, c'est qu'il est difficile de mesurer cette aura, parce que effectivement il y a le surgissement de ce qu'on appelle l'intellectuel médiatique, qui est un intellectuel qui intervient beaucoup dans les médias, mais dont il est difficile de mesurer effectivement l'influence réelle dans le débat d'idées. Et ce qui est vrai, c'est que
il y a eu une extraordinaire effervescence de la vie intellectuelle dans les années 70 avec le structuralisme, puis le postmodernisme, qui ont inventé en fait ce dont nous sommes victimes aujourd'hui, avec des innovations conceptuelles très très fortes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'innovation conceptuelle dans le débat d'idées. D'ailleurs, même tous les penseurs du genre et de la race ne sont que des pâles copies de leurs homologues américains. Il n'y a pas vraiment de percée conceptuelle. Après, si on regarde les philosophes qui sont, enfin, de manière complètement neutre et objective, moi je pense que le personnage intellectuel qui aujourd'hui en France a le plus d'audience et le plus lu par un public le plus divers, c'est quelqu'un comme Michel Onfray par exemple. Et donc d'ailleurs il est difficile de savoir quelles sont ces innovations conceptuelles. C'est plus un transmetteur, un passeur de savoir qu'un véritable quelqu'un qui conceptualise. Mais il a une espèce d'aura qui est assez impressionnante quand on voit le nombre de livres qu'il vend, sa notoriété médiatique, etc. à l'intérieur de la France. Elle est assez impressionnante et il est assez symptomatique aussi, je pense, d'une évolution du débat d'idées, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était de gauche et qui petit à petit s'est saisi de thématiques qui étaient plutôt classées à droite, notamment voilà l'identité, la frontière, l'islam, l'immigration, etc. Et son peuple qui est central dans son discours. Et donc c'est intéressant de voir cette évolution. Et voilà. Après, si vous me demandez mes propres admirations à moi, ce sera une réponse bien différente. Mais, parce que pour moi, les intellectuels qui comptent dans le débat français et qui m'ont beaucoup marqué, je serais plutôt quelqu'un comme Alain Finkielkraut ou Pierre Manant ou Olivier Rey, qui sont des penseurs, je pense, très importants. Alors, vous avez évoqué la figure de Michel Onfray tout juste, et vous évoquez dans votre livre d'ailleurs cette idée que certains spéculent sur la possibilité qu'un Michel Onfray décide de faire le saut en politique un jour, devenir incarner la fonction tribunicienne, devenir le tribun de la plèbe dans la cité, traduire politiquement la sympathie qu'il inspire. On débat aussi quelquefois du fait de la possibilité qu'un Éric Zemmour, qui écrit de nombreux livres, qui est très présent dans les médias, fasse le saut en politique aussi un jour. Au-delà de ces deux personnages, est-ce qu'il n'y a pas une singularité française dans le fait qu'on débatte ouvertement de la possibilité qu'un intellectuel, qu'un chroniqueur, qu'un philosophe, qu'un essayiste soit une figure appelée à devenir une figure politique centrale demain si elle le souhaite? Est-ce qu'il n'y a pas une singularité française dans ce fait que on débat de la possibilité que l'intellectuel devienne non pas un excellent ministre, un ministre de l'Éducation, un ministre des Affaires étrangères, mais devienne le tribun de la plèbe? Comment, autrement dit, on pourrait poser la question autrement, comment certains intellectuels ont-ils pu en venir à incarner la fonction tribunicienne, devenir le tribun de la plèbe? Oui, c'est vrai que c'est assez spécifiquement français. On pourrait citer aussi quelqu'un comme François-Xavier Bellamy, qui avait d'abord une vocation d'intellectuel et qui s'est jeté dans le bain politique. C'est à gauche quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, qui était aussi un intello qui a fait de la politique. C'est vrai que c'est assez français. La figure de l'intellectuel à la française, c'est une figure qui allie en fait érudition, amplitude intellectuelle, profondeur historique et généalogie idéologique, avec ce souci de l'engagement et de rentrer dans la cité et de combattre en fait. Et ça c'est vraiment de Zola jusqu'à aujourd'hui, les intellectuels qui sont dans la cité, c'est vraiment une tradition française. En fait, cette tradition de l'intellectuel un peu généraliste qui a une amplitude, qui connaît à la fois la littérature, l'histoire, la sociologie, qui est capable un peu de parler de tous les sujets, d'avoir un regard un peu synthétique sur les sujets, et qui en même temps dit sa conviction et s'engage dans la cité. C'est pour ça que intellectuel engagé, en fait, c'est plutôt un pléonasme, et avoir espéré en finir avec la posture d'intellectuel engagé, je crois que c'était une illusion, parce que c'est bien et pour le coup, la définition de Sartre est excellente. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas et qui ne se cantonne pas justement à son champ universitaire, mais qui prétend effectivement avoir un impact sur la vie politique, la vie de la cité, et c'est bien le rôle de l'intellectuel, et je crois qu'il se poursuit en effet aujourd'hui, et que c'est justement plutôt la grandeur de la France d'avoir su maintenir cette figure de l'intellectuel engagé, parce que elle est souvent justement plus libre, plus profonde que
que celle du spécialiste ou de l'expert qui tend à gagner la vie politique en Occident, où effectivement on a d'un côté soit des politiciens spécialistes en rhétorique et en communication, soit des experts qui sont focalisés sur des sujets extrêmement précis, et on manque de cette figure de l'intellectuel qui est un peu entre les deux. Alors, vous avez évoqué le fait que certains penseurs aujourd'hui, en France, de questions liées à l'intersectionnalité, à la théorie du genre, au nouveau racialisme, sont souvent, vous dites, de pâles copies de ce qui se fait dans l'université américaine. Donc, il y a une forme d'américanisation mentale, au moins partielle, de la France. Pourtant, vu de loin, on a l'impression que la France résiste aussi à cette américanisation. Vous avez évoqué le fait qu'une partie de la gauche, aujourd'hui, résiste à l'américanisation, à tout le moins à ces clivages nouveaux. Une partie, évidemment, de la droite plus conservatrice, qu'elle soit de tradition gaulliste ou non, tend à y répondre, à se défendre aussi. Est-ce que vous avez l'impression que la France résiste à son américanisation ou qu'elle est plus américanisée qu'elle ne le croit ou qu'elle ne souhaiterait l'être? Autrement dit, est-ce que la France demeure aujourd'hui un pôle de résistance à l'américanisation de la vie de l'esprit et des mœurs dans le monde occidental, selon vous? Oui, je pense que c'est un pôle de résistance et moi-même, j'étais assez surprise de voir, par exemple, le nombre d'intellectuels de gauche en France qui rejettent finalement la lecture de la réintroduction de la race, par exemple, à travers l'intersectionnalité ou les post-colonial studies dans le débat public. On a beaucoup d'intellectuels de gauche qui ont leur carte au parti, si j'ose dire, qui prennent position dans ce sujet. Moi, je peux citer Caroline Forest, par exemple, ou récemment Elisabeth Roudinesco, ou même Gérard Noiriel et Stéphane Beau, qui sont des marxistes pur jus et qui appartiennent à la gauche la plus radicale et qui rejettent finalement cette idéologie décoloniale. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a été immunisé, comme on a eu le virus plus tôt, on a été immunisé, on a créé des anticorps, parce que c'est quand même nous qui avons créé qui avons via ce qu'on appelait aux États-Unis la French Theory, avons inventé cette déconstruction de la culture occidentale avant tout le monde. On peut citer d'ailleurs le rôle de Sartre, mais aussi des penseurs décoloniaux de langue française comme Aimé Césaire, Senghor, Fanon, etc. Ils ont tous et en fait après ça a été évidemment une ressuscité de tout ça aux États-Unis, doublé d'une culture puritaine qui à mon avis a produit ce cocktail explosif de la cancel culture qui évidemment aujourd'hui arrive en France, mais je trouve effectivement qu'il y a une résistance et c'est pas anodin que la ministre de l'enseignement supérieur Madame Vidal ait pris position comme ça contre l'islamo-gauchisme à l'université, alors que nous sommes dans un gouvernement qui est de centre-gauche, donc c'est quand même assez intéressant, et d'ailleurs il y a une pétition dans le monde signée par des intellectuels anglo-saxons, 200 intellectuels anglo-saxons, je crois, qui venaient en renfort de leurs collègues opprimés en France en disant que tout cela rappelait les heures les plus sombres de notre histoire. Et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose d'intéressant qui se joue aujourd'hui en France parce que c'est en France qu'on résiste le mieux à ces théories, en tout cas si on le compare aux pays anglo-saxons. Et je pense que c'est dû en effet au fait qu'on a été immunisé peut-être plus tôt, on a déjà réfléchi à cette question-là, et peut-être aussi parce que on est le pays de la raison de Descartes et qu'on a peut-être un rapport à la rationalité du débat qui fait que on se laisse moins emporter par le côté émotionnel qu'il peut y avoir dans ces théories qui reposent avant tout quand même sur l'émotion victimaire et sur une forme d'injonction à la compassion vers les minorités avant toute réflexion. Je pense qu'on est quand même attaché à un certain cadre de réflexion qui fait que pour le moment on résiste, même si évidemment l'entrisme est quand même conséquent et qu'il ne faut pas du tout le minimiser. Hein. On voit tous les jours, même en politique, on voit des impératifs qui sont repris quand vous avez quand même, ça c'est en même temps macronien, mais Macron qui parle de privilèges blancs, il y a de quoi s'inquiéter aussi. Alors, vous évoquez très justement le règne de l'émotion, c'est-à-dire cette espèce, on pourrait parler aussi du
du règne du ressenti. C'est-à-dire, je hante et cette subjectivité hégémonique. C'est-à-dire, quand on doit se prononcer sur un sujet, on doit dire en tant qu'homme, blanc, cis, de plus de 50 ans, ou en tant que femme, en tant que trans, en tant que... Bon, on connaît toutes les catégories qui existent. Est-ce qu'à travers cette espèce, et vous l'évoquez parce que dans votre dernier chapitre qui est essentiel, vous parlez de la question de la vérité. La vérité, c'est-à-dire quelque chose qui est extérieur à notre subjectivité, qu'on doit chercher quelle que soit notre position, cette idée que le monde n'est pas un pur ressenti. Est-ce qu'on peut dire que vous l'évoquez, mais j'aimerais vous amener directement sur ce terrain. Aujourd'hui, avec cette idée que chacun ne parle, c'est une forme d'héritage de Foucault avec dès que savoir, pouvoir et ainsi de suite, exactement. Que chacun ne parle que de sa position, chacun ne parle que de ce qu'il est, qu'il n'y a plus de monde extérieur au ressenti, qu'il n'y a plus de vérité extérieure au ressenti. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les sciences sociales qui théorisent la légitimité de cette espèce de subjectivité absolue, les sciences sociales, la philosophie qui embarque dans le mouvement aussi, est-ce que paradoxalement, est-ce que ceux qui devraient être à la recherche de la vérité ne sont pas en train de déconstruire ou de détruire les conditions même de la recherche de la vérité dans nos sociétés et plus encore dans les institutions qui devraient y être consacrées? Oui, je crois que c'est le grand geste de la déconstruction qui est devenu l'impératif même que se donne une certaine gauche militante. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs intéressant parce que pendant longtemps la gauche a prôné l'utopie. Aujourd'hui, elle prône le soupçon, ce qui est un peu le contraire de l'utopie. C'est-à-dire qu'elle prône le soupçon systématique jeté sur n'importe quel idéal. Tout finalement, toute norme, tout universelle n'est qu'une construction sociale au service des dominants qu'il faut abolir dans un geste déconstructeur. Et effectivement, elle a aboli jusqu'au terme même de science. C'est-à-dire que pour ces penseurs, la science elle-même est une construction de l'Occident qui sert justement à tracer des catégories dans le but d'assurer une domination. Et c'est l'idée vraiment que vous avez cité Foucault, mais que derrière tout savoir, il y a un pouvoir et que il faut lire le monde uniquement en termes de relations de pouvoir. Et en fait, la recherche de la vérité importe moins que la recherche d'un but militant qui est l'émancipation ou la libération de l'aliénation, etc. Et donc, en fait, tous ces nouveaux chercheurs ne cherchent pas la vérité, mais ont un objectif en fait théorique a priori dans leur recherche qui est l'émancipation des minorités sexuelles, ethniques, religieuses, etc. Et à partir de cet a priori, ils font tout rentrer dans ce chausse-pied et peu importe, ils écartent les faits qui ne rentrent pas dans cet objectif et ils montent en épingle ceux qui rentrent dans cet objectif. Et donc à partir de là, c'est une mécanique qui effectivement n'a plus rien à voir avec la recherche d'une vérité qui serait universelle. Et je crois que c'est bien là de quoi souffle notre débat aujourd'hui, c'est ce relativisme éhonté et en fait qui se retourne un peu d'ailleurs contre la gauche elle-même parce que on le voit là sur ça ne veut plus rien dire quand par exemple en ce moment en France on a le grand débat sur l'islamo-gauchisme. Vous avez par exemple vu un communiqué de l'UNEF qui dit que l'islamo-gauchisme n'existe pas, ce n'est pas un concept scientifique. Par contre, l'islamophobie existe, elle a été démontrée par des études scientifiques. Et donc là, on voit qu'on est complètement dans un délire idéologique qui mêle allègrement science et militantisme. Parce que d'une part, personne n'a jamais dit que l'islamo-gauchisme était un concept scientifique. Donc, en fait, on prête des intentions à ceux qui utilisent le mot islamo-gauchisme, qui n'en ont pas pour mieux les délégitimer. Et en même temps, on s'arroge le pouvoir, le monopole de ce qui est scientifique, c'est-à-dire ce qui va dans notre grille idéologique, parce que on peut contester le terme islamo-gauchisme, mais le terme islamophobie est encore autant voire plus contestable. Et donc cette espèce de manipulation de la science qu'on a à des fins idéologiques, je la trouve très très dangereuse parce qu'on finit par ne plus croire en rien, il n'y a plus de vérité et je pense que ça fait le lit de ce que la gauche prétend combattre par ailleurs, c'est-à-dire les fake news, la post-vérité, l'idée que finalement le mensonge peut être proféré en politique. Quand on dit à l'université qu'il n'y a pas de vérité et que toute vérité est construite, il ne faut pas s'étonner ensuite que les populistes profèrent des fake news.
Alors, on se rapproche de la fin de l'entretien. Je reviens sur le titre de votre ouvrage, La guerre des idées. Autrement dit, nous sommes passés, on retrace le mouvement, nous sommes passés d'une société qui croyait à l'affrontement idéologique, qui était capable de le civiliser néanmoins, parce qu'il y avait des espaces pour civiliser cet affrontement. On a évoqué le cas de Pivot, par exemple, plutôt avec apostrophe, à une société qui a cru neutraliser l'affrontement idéologique, sous le signe de la gestion libérale, le droit, le marché, une société qui n'aurait plus d'affrontement passionnel. À une société qui redécouvre aujourd'hui presque la guerre civile des idées, la volonté d'éradiquer le camp d'en face, d'en finir avec l'autre, de le proscrire, de le bannir de la cité, de le canceller, comme on pourrait dire. Bon. Est-ce que vous voyez venir un âge nouveau devant vous? Est-ce que vous croyez que nos sociétés, la France en particulier, mais nos sociétés, sont de nouveau capables d'envisager ce qu'on pourrait appeler un conflit civilisé? Donc, non pas dissoudre les controverses dans un consensus illusoire, non pas dissoudre les désaccords dans un faux sentiment de paix, nous sommes tous amis, nous sommes tous kumbaya, tous ensemble, nous discutons. Donc, est-ce qu'il est possible de retrouver la figure du conflit civilisé, ou est-ce qu'en dernière instance, la violence des conflits dans le monde intellectuel ne fait que refléter des sociétés de plus en plus divisées dans leurs fondements sociologiques même, et de ce point de vue, nous ne serions pas appelés à sortir justement de cette guerre des idées plutôt que du débat d'idées? Moi, je l'espère de tout cœur, hein, et vous avez eu une formule très juste. Enfin, moi, je parlerai même de conversation conflictuelle. Je pense que c'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire d'avoir une conversation qui n'interdise pas de hausser le ton ou de dire fermement des opinions tranchées. Je pense qu'on a besoin d'avoir des opinions tranchées sur des sujets, effectivement, et d'avoir des divergences. Et en même temps qui inclut une sorte de politesse de l'intelligence, de respect de l'adversaire et de bonne foi, en fait, effectivement, parce qu'aujourd'hui le débat est pourri par la mauvaise foi, c'est-à-dire en prêtant en faisant des procès d'intention, en disant faire le jeu d'eux, etc. Donc moi je souhaite de tout cœur que ce débat soit à nouveau possible. Malheureusement je n'en vois pas, je pense qu'on ne prend pas ce chemin-là, malheureusement, parce qu'on est dans un écosystème médiatique qui fait aussi par les réseaux sociaux que on est sans cesse sous les feux du public et sous les feux d'une base militante qui pousse à la surenchère, qui pousse à la malhonnêteté intellectuelle en poussant la surenchère idéologique plutôt que la quête de la vérité. Donc c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. Après, je ne désespère pas, parce que je vois qu'il y a quand même une partie, par exemple, de la gauche qui ouvre les yeux face à des dérives militantes et face à la cancel culture, qui commence à comprendre que ce sectarisme n'est plus possible, et qui d'ailleurs en est elle-même victime, donc il commence à comprendre ce que c'est que le sectarisme. Il commence peut-être à se réveiller et à vouloir au contraire restaurer cette conversation civique qu'elle a longtemps méprisée, ou dont elle a longtemps exclu ses adversaires de droite. Donc peut-être qu'il y aura une recomposition idéologique. Je la souhaite en tout cas, mais je suis plutôt pessimiste, on va dire, sur ce sujet. Je pense qu'il va nous falloir encore descendre encore un peu quelques marches avant de toucher le fond de la piscine et remonter. Et parce que je pense qu'il y a toute une jeunesse qui, en fait, par ailleurs, il y a aussi une baisse de niveau. C'est quand même central. C'est-à-dire que je pense que la conversation intellectuelle, elle exige une disponibilité d'esprit, un temps accordé à la lecture, un recul, une forme qui aujourd'hui n'existe plus, parce que on a effectivement on ne lit plus, on est obsédé par les écrans, et il y a une baisse générale de niveau qui fait que cette conversation, on n'a même plus les mots pour la tenir, et c'est ça qui est inquiétant. Donc je serais plutôt pessimiste, en espérant le contraire, évidemment. Alors, sous le signe de cette inquiétude, de ce pessimisme, mais cet espoir néanmoins du débat retrouvé, Eugénie Bastier, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre des idées, qui sort ces jours-ci en France, qui va prendre quelques semaines pour traverser l'Atlantique et nous rejoindre au Québec. Je vous invite tous à le lire. La guerre des idées, chez Robert Laffont. Eugénie Bastier, merci infiniment pour votre passage. Merci beaucoup, Mathieu. Chers auditeurs des Idées mènent le monde,
Vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.